Buongiorno. Ma vous me reconnaissez? Ah bon? Mais si, c'est moi qui fais le tour de France pour vérifier 20 ans après dans quel état se trouve l'environnement français. Ça y est, maintenant, vous me remettez? Bon alors, aujourd'hui je suis à Chamonix à propos du célèbre téléphérique de l'Aiguille du Midi, celui qui vous pose à 3842 mètres d'altitude au pied du Mont Blanc. Ce téléphérique est construit en 1954, c'est le plus haut téléphérique du monde. 20 ans après, en 1974, il est question de réaménager la gare d'arrivée. On parle d'un gros bloc de béton avec complexe touristique et d'une gare pour un nouveau téléphérique reliant l'Aiguille du Midi au col du Midi. Évidemment, les amoureux de la montagne crient au massacre. Entre le Val d'Aoste et la vallée de Chamonix, à cheval sur l'Italie et la France, s'étend l'un des plus beaux panoramas du monde. Par beau temps, le visiteur découvre 40 sommets à plus de 3000 mètres et 15 dépassant 4000. Pour permettre à l'homme des plaines d'accéder à ces sommets, on a construit en 1954 le plus haut téléphérique du monde, celui de l'Aiguille du Midi, qui chaque année conduit 300 000 touristes à 3842 mètres d'altitude. Pour des raisons de sécurité, les nouveaux concessionnaires du téléphérique de l'Aiguille du Midi, la société du PLM, appartenant au groupe Rothschild, a décidé de modifier l'installation d'arrivée déjà existante. Ce projet, qui est toujours au stade de la conception, est actuellement visible sur une maquette. Près de l'antenne de l'ORTF, doit s'élever un bloc de béton sur le piton nord de l'aiguille. Ce complexe n'existe pas, les constructions n'ont pas commencé. Non, les constructions n'ont pas commencé. Toutefois, existe bien entendu la première partie qui concerne l'arrivée des bennes, ainsi que la plateforme sommitale sur laquelle se trouve posé l'hélicoptère. La phase de réalisation qui doit être exécutée concerne uniquement cette aile, elle-même qui comporte deux phases. La première phase des structures d'accueil proprement dites, avec son ascenseur, et la seconde phase qui consistera à aménager la gare qui permettra de relier l'Aiguille du Midi au col du Midi. Donc, pour nous résumer, première partie existante, deuxième partie à réaliser, et troisième partie ultérieure, le raccord Aiguille-Col du Midi. Est-ce que vous êtes pour ce genre de construction sur vos montagnes? Je comprends le sens de votre question. Je suis un amoureux de la montagne puisque j'ai passé toute mon adolescence et ma vie pratiquement. Je pense objectivement que ce que nous allons réaliser ne portera pas atteinte à la montagne. Si ce projet devait demeurer tel qu'il est actuellement, êtes-vous en mesure et avez-vous les pouvoirs pour interdire son édification? C'est très facile. Vous savez que toute construction nécessite un permis de construire et par conséquent, la commune ne pourra transmettre avec avis favorable et délivrer le permis de construire qu'à la condition que le projet soit amendé et qu'il se présente d'une manière plus agréable à l'œil. On finira par transformer toute la montagne. Un jour, on verra un téléphérique au sommet du Mont Blanc. Au sommet des Drues, on en verra partout. Et la montagne, ce sera un lieu d'aparc, ça deviendra épouvantable, quoi. Ce sera une perte considérable pour tous les hommes. 20 ans plus tard, le téléphérique de l'Aiguille du Midi fait toujours recette. L'an dernier, 521 000 personnes sont montées là-haut pour voir si c'est beau. Ah oui, au fait, là-haut, au sommet de l'aiguille. Quid des aménagements prévus en 1974? On parlait d'un nouveau téléphérique reliant l'aiguille au col du Midi, je crois. L'idée existait. On nous a demandé de faire figurer cette gare de départ pour avoir une vue d'ensemble. Mais ce projet n'a jamais vu le jour et je pense qu'actuellement il est complètement oublié parce qu'on ne juge pas utile de faire cette liaison. Bon, et l'hôtel? C'était un peu un mythe. On n'a jamais su exactement pourquoi le projet d'aménagement du sommet de l'Aiguille, que nous avons aujourd'hui réalisé exactement comme nous l'avions dessiné dès le début, pourquoi il avait été à cette époque-là transformé en complexe hôtelier, complexe immobilier. On avait
Alors que le seul but que nous recherchions, c'était d'aménager donc la gare et de chercher des salles confortables, au chaud, et pour mettre à l'abri. Et l'administration, enfin le service de contrôle qui nous avait imposé à plus ou moins court terme de réaliser des salles d'attente pour 700 personnes. Et ça a été notre souci commun d'ailleurs, hein, puisque on a souvent eu quelques problèmes quand le mauvais temps arrivait. C'était uniquement pour des raisons de sécurité. Sécurité et de confort des gens. Et c'est tout. Ce qu'on a réalisé, c'est exactement ce qu'on cherchait au départ. Mais entre-temps, il y a eu des formations, peut-être des informations. D'accord, alors récapitulons. Pas d'hôtel, pas de nouveau téléphérique, seule la gare d'arrivée existante a été refaite. Et c'est là où on se dit que la contestation a quand même du bon. Comme l'opinion publique les avait dans le collimateur, l'administration et les responsables du téléphérique entament des recherches pour que l'habillage de façade s'intègre dans le paysage. Il sera finalement fabriqué en acier corten qui rouille et se confond, paraît-il, avec la roche. Et aujourd'hui, plus personne ne critique cet aménagement ? Je pense que non, parce que la plus grande partie visible n'est pas visible du sommet, hein, puisqu'elle donne sur le vide. Alors elle est visible d'avion ou alors des choucas. Depuis la benne ? Depuis la benne, assez peu, hein, parce qu'on arrive très, très en dessous. Alors, vu d'en bas de la vallée, c'est vrai qu'avec 5 ou 6 km de distance, ça passe assez inaperçu. Je crois pouvoir dire qu'actuellement, ça ne soulève pas de problème majeur dans la vallée. Alors peut-être qu'on s'habitue aussi aux choses là, mais enfin, tout le monde reconnaît que l'aménagement intérieur que vous verrez est bien fait d'abord, et puis était nécessaire. Et René de Maison, ardent défenseur de la montagne qui s'élevait contre le bétonnage, qu'est-ce qu'il en pense, lui, 20 ans plus tard ? À cette époque-là, tous les alpinistes étaient par principe contre l'idée d'enchaîner la montagne et de mettre des câbles là-haut, des téléphériques et d'amener, on le pensait bien, les touristes au sommet des Gueux du Midi. Bon, c'était une réaction tout à fait normale, parce que tous les alpinistes sont écologistes. Mais bon, aujourd'hui, eh bien, les Gueux du Midi, c'est une chose merveilleuse. D'abord parce que ça permet justement aux alpinistes de monter rapidement à 3800 mètres, et comme les skieurs pour la Vallée Blanche, ça leur permet d'accéder à des courses de glace et de rochers qui sont extraordinaires dans des endroits les plus hauts du monde, et de faire le Mont Blanc même dans la journée en partant par la première veine. Et s'il n'y avait pas les Gueux du Midi, s'il n'y avait pas ce téléphérique, ça on ne pourrait pas le faire. Maintenant, ça fait partie du décor, on est habitué, il n'y a aucun problème. Pour moi, le téléphérique des Gueux du Midi, c'est une très bonne chose. Donc, tout est bien qui finit bien à Chamonix. Enfin, presque. Aujourd'hui, on a d'autres motifs de se mobiliser. Le deuxième tunnel du Mont Blanc. En 2 chiffres, voici le problème. Quand il a été mis en service en 65, le tunnel du Mont Blanc voit passer 5000 camions par an. Aujourd'hui, c'est 5000 camions par jour. Le tunnel est saturé, il est question de le doubler. Ben voyons, pour qu'il y ait davantage de camions peut-être ? Alors ça, ce n'est pas possible, parce que ce serait la destruction de la vallée de Chamonix. Et ça, la vallée de Chamonix est une vallée qui est connue dans le monde entier, qui est extrêmement célèbre dans le monde entier. On ne peut pas détruire cette vallée par une pollution excessive qui existe déjà avec un tunnel. Il y a déjà de la pollution. Avec des ascendances, quand il fait beau l'été, des ascendances du col du Midi, il y a les hydrocarbures qui se déposent sur du refuge cosmique, à tel point qu'on ne peut plus là-haut utiliser la neige pour faire des boissons. Au refuge cosmique, c'est obligé de faire monter l'eau de la vallée. Vous vous rendez compte? Alors s'il y avait alors ce sera encore pire. Et la vallée elle-même serait polluée, parce que c'est une vallée où il n'y a pas de vent. À part les périodes où il y a le fun, dans cette vallée, il n'y a pas de vent. Donc les hydrocarbures restent dans la vallée. Ce serait dramatique pour la vallée. Ça ferait vider la vallée, les touristes partiraient, et ce serait la fin de la vallée. Donc vous êtes farouchement contre. Ah, moi, je suis farouchement contre, et j'espère que tous ceux qui aiment la montagne, tous les alpinistes, les skieurs, tous ceux qui aiment Chamonix qui viennent, seront contre et se réuniront à ce moment-là pour se manifester contre cette idée de faire une deuxième route et un deuxième tunnel dans la vallée. Pour l'instant, il est abandonné, hein, l'idée de deuxième tunnel est abandonnée, mais enfin, on se doit de rester vigilant. Il faut se méfier des vigilants, hein, parce que je ne pense pas que ce soit aussi facilement abandonné. C'est quand même invraisemblable. On est tranquille nulle part. Partout, il y a un nouveau projet d'aménagement. C'est comme à La Balme-les-Grottes, c'est dans l'Isère.
Ils étaient bien tranquilles, ces gens-là. Ils avaient une jolie petite grotte. Et pan, on leur colle une autoroute. Ah non, je vous jure, on est tranquille nulle part. Là-bas, les grottes, c'est, au fait, c'est dans l'Isère, c'est un peu plus bas. J'ai choisi de venir habiter la région justement parce que c'est vert, il n'y a pas de route, il n'y a pas trop de monde, juste des promeneurs à pied. Donc on vient pas, je ne veux pas vous dire toutes les semaines, hein, il y a la météo qui compte, mais on vient très très souvent ici. Il n'y a pas de bruit, il y a une belle vue un peu plus loin, puis c'est le calme. Enfin, c'est un des endroits les plus agréables autour de la Balme. Et surtout, c'est très proche, on quitte la Balme en 5 minutes et on est là. C'est vrai qu'ici, c'est quand même une région qui a une identité propre. Il y a eu des efforts de fait pour que les agriculteurs restent, sur le plan aussi de l'irrigation. Et on sait bien que l'autoroute, elle ne contribue pas à repeupler les campagnes. Ça profite, sur le plan économique, certes, aux grands pôles qui sont à chaque bout. Les espaces peu habités entre... En général, ça ne fournit pas du développement économique. Donc on ne souhaite pas être les victimes de ce développement anarchique et inutile. Ici, dans cette petite commune de 600 habitants, l'opposition au projet est très forte. On ne veut pas de ce tronçon de l'A48 Amberieu-Bourgoin qui va défigurer le paysage, provoquer du bruit et dévaloriser une grotte, seule richesse économique du village. Bon pour la Balme, hein, parce que n'importe comment, ça peut rien apporter de concret à la commune de la Balme. Mais il n'y a aucune concertation, tout nous est imposé, c'est pas normal. C'est pas normal. Ils imposent des choses alors qu'on devrait en parler. Il y a des dégâts qui vont être irréversibles sur les nappes phréatiques. Il n'y a eu aucune étude sur les nappes phréatiques. Et je crois qu'il y a un tracé qui est plus court et qui coûterait moins cher, donc puis qui serait accepté par la plaine de l'Ain. Alors ça, je trouve complètement absurde de le faire à un endroit où personne ne le veut. Alors pour se faire entendre, le conseil municipal dans son ensemble a démissionné la veille des présidentielles. Une mesure radicale qui, c'est pas nous qui l'avons voulu, on nous a amenés à atteindre cette position. Mais du côté de l'équipement, on n'en démord pas. L'autoroute A48 et sa prolongation au sud, l'A51, sont nécessaires pour délester l'autoroute du Soleil et organiser la circulation de l'Allemagne à l'Italie. Le processus d'approche progressive, je dirais, fait qu'on s'est orienté petit à petit vers un passage en ce point-là. Il paraît assez difficile que ce tracé soit remis en cause. Nous avons pour mission de rechercher le meilleur tracé possible, de rechercher les meilleures mesures de protection possibles, et nous essayons de faire notre métier au mieux, et en ce sens, nous n'avons aucun état d'âme. C'est bien ça le problème. Pourtant, l'ensemble du projet autoroutier est contesté. À 100 km plus au sud, au-delà de Grenoble, le tracé de l'A51 a été rejeté par 87% des 4000 personnes consultées lors de l'enquête publique. Voici le camp de base des opposants sur le stade de Vif. Ici, nuit et jour s'organise la résistance. Agriculteurs, riverains, écologistes, mais aussi tous les élus se rencontrent ici pour montrer leur opposition au projet. L'ensemble des forces politiques et associatives partagent la même conviction. Ce projet est véritablement un projet aberrant. Il doit retourner dans les tiroirs, endroit dont il n'aurait jamais dû sortir. C'est aussi l'opinion de cet éleveur dont l'exploitation risque de disparaître. Il y a 20 ans, il y a eu quelques sondages. Bon, on y prenait à la rigolade. Les gens venaient, bon, ils nous demandaient la permission pour sonder les terrains. Puis aujourd'hui, bon, le tracé, il est chez nous. Alors c'est sûr que... Bon, pas seulement pour moi, mais on voyait le site, il y a beaucoup de gens qui se promènent à pied, à cheval, en VTT. C'est sûr que le coin est détruit, quoi, complètement. Vous êtes amer? Assez, mais bon, c'est sûr que c'est le progrès, mais bon... Mais rien n'est encore joué. Les opposants ont réussi à bloquer plusieurs chantiers de l'autoroute. Nous ne disons pas qu'il ne faut pas d'autoroute. Nous disons que maintenant, on fait des autoroutes là où il n'y en a plus besoin, simplement parce qu'il faut assurer 20 ou 30 milliards par an de chiffre d'affaires aux sociétés qui fabriquent les autoroutes. Nous espérons en tout cas que
toutes les anomalies que je ne peux pas énumérer ici, qui sont extraordinaires sur le plan légal, seront sanctionnées par le Conseil d'État devant qui nous avons établi un pourvoi. Et le sens de notre action, c'est d'interdire les travaux jusqu'à ce que le Conseil d'État se soit prononcé. Tous ici attendent le résultat du recours en Conseil d'État. Il devait intervenir en juillet dernier, mais il a été repoussé le mois prochain. Ah non, ça c'est pas humain. Hein. Depuis le début de la mission, je n'arrête pas de monter, descendre. Je traversais toutes les Alpes. Et maintenant, les Alpilles. Enfin, c'est pour la bonne cause. Hein. Or donc, me voici dans les Alpilles. Parce qu'en 72, c'est un projet de lotissement sur la commune de Fontvieille qui risque de défigurer ce paysage sauvage et magnifique, comme dirait quelqu'un que je connais bien. Et alors, je ne dis rien, regardez. C'est là que Maître Cornille perdit son secret et qu'Alphonse Daudet naquit à la gloire littéraire. C'est ici qu'un promoteur envisage de construire, à 3 km du village, 600 villas sur les premiers contreforts des Alpilles. Fontvieille, c'est de la vie de village vraiment de province. Doucement le matin et pas trop vite l'après-midi. Est-ce que vous connaissez du projet de la ZAC? Vous le connaissez bien, ce projet? Eh oui, on le connaît. On le connaît que trop bien. Qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que c'est? C'est les Ruffins qui veulent... Ils veulent nous gouverner. Ah, j'ai oublié, je viens de carré. Vous me faites parler, là. J'ai oublié le carré. Oh, pas de pitié. Fin 1972, le propriétaire du domaine de l'Estoublon dépose une demande de permis de construire pour 48 villas sur une autre propriété voisine du domaine. Bien que le terrain soit constructible, le conseil municipal oppose un avis défavorable. C'est alors qu'apparaît M. Schneebelen. Il propose à M. Lombrage de lotir 90 hectares de sa propriété, soit le double de la surface normalement constructible. Pourquoi réalisez-vous cette opération? Mais je ne réalise pas, je cède si vous voulez des terrains. Ce point étant acquis, nous ne sommes plus depuis la loi foncière de 68 propriétaires de nos sols. C'est pas ça qu'il faut à Fontvieille. Fontvieille a besoin de logements pour les jeunes couples qui se marient, ils n'ont pas de logement ces gars-là. Souvent ils habitent chez leurs parents ou alors ils sont obligés de partir dans les villes. Toujours est-il que la polémique est bien engagée à Fontvieille. En septembre, le conseil municipal se prononce pour la création d'une ZAC, malgré l'opposition farouche de plusieurs conseillers municipaux, soutenus par de nombreux Fontvieillois. Nous étions persuadés que toute la municipalité de Fontvieille refuserait cette ZAC en bloc, comme c'était d'ailleurs sa position au départ, et ensuite sous quelle pression du promoteur, une partie de la municipalité a commencé à changer d'opinion, et actuellement, je dois dire que la majorité est pour la ZAC. Eh bien, normalement, quand nous recevrons le dossier, parce que nous ne l'avons pas encore reçu, nous devrions donner un avis défavorable à son approbation en l'état. Alors, pour ou contre? Contre. Pour quelle raison? Parce que ça ne me plaît pas. Bon, ça ne vous plaît pas, mais vous avez un certain âge. Le petit garçon qui est dans vos bras pour l'instant, lui, il préférait peut-être Ah vivre dans non, une parce commune qu'il va rester équipée. Fontvieillois. Il va rester Fontvieillois, lui. Il ne va pas être étranger. Vous pensez que ça va dénaturer le Eh oui, je vais le dénaturer. Comment ça? Et comment ça? Il faut toujours protéger la nature. Alors c'est pas la peine qui viennent ici, qui nous laissent la liberté que nous avons. Et, mon coco, c'est parti. « 20 ans plus tard, le domaine de l'Estoublon a conservé ses oliviers. Le château du domaine, qui a servi de décor aux gens de Mogador, n'a finalement pas eu à souffrir de la proximité du lotissement prévu en 72. Pas plus que des autres aménagements qui ont menacé le domaine par la suite. Une résidence hôtelière, un parc d'attractions avec des singes, un hôtel de luxe et enfin un golf proposé par le Club Méditerranée. À chaque fois, opposition de la population et de la mairie. Il fallait faire une modification du plan d'occupation des sols pour que le Club Méditerranée s'installe. Nous avions aussi
non pas pour favoriser l'installation du club méditerranéen, mais pour régler d'autres problèmes, et notamment d'environnement, un projet de révision du plan d'occupation des sols nous-mêmes. Et à cette occasion-là, donc nous avons fixé, en tout cas pendant le temps de mon premier mandat et du mandat aujourd'hui qui s'ouvre, arrêter définitivement le devenir de cette zone. Nous avons confirmé ce qu'il était possible d'y faire depuis plus de 20 ans, c'est-à-dire 3500 mètres carrés de construction. Nous avons aussi écrit et posé le principe du refus de toute résidence touristique de caractère pavillonnaire, parce qu'on construit des pavillons au départ peut-être pour des touristes et puis un jour on peut les recycler à un autre usage. Et j'ai dit, écrit et je le confirme, que tant que je serai maire de cette commune, tout projet qui ne s'inscrira pas dans ce cadre fera l'objet, et cette fois-ci pour de bon, d'un refus a priori d'examen, et nous nous en tiendrons à ce qui a été dit. Oui, nous sommes satisfaits parce que ces projets étaient démesurés. Ils étaient démentiels par leur énormité, et qu'un village comme Fontvieille, si vous voulez, ne peut pas se juxtaposer avec une ZAC de 1000 maisons comme ça a failli se passer au début. Vous comprenez? Ensuite, avec un golf dont on sait qu'après ça fait des opérations immobilières, et le golf, on n'avait pas besoin à Fontvieille. Donc il n'est plus aujourd'hui question de golf, de complexe touristique. En tout cas, si dans certains milieux il en est question, ils reçoivent aujourd'hui par avance la réponse. Qu'on se le dise, il semble que dans les Alpilles, on ait un sens très aigu de la valeur du site et de sa protection. En 1989, 15 municipalités se sont regroupées en une association, l'Union des élus des Alpilles. En accord avec les protecteurs de la nature locaux, tous marchent vers un but commun, un développement économique réfléchi intégré dans l'environnement, fait suffisamment rare pour qu'il mérite d'être signalé. L'idée de base, c'est d'essayer de faire vivre les gens de ce pays en harmonie avec leur environnement. Et que l'environnement n'ait pas à supporter naturellement les conséquences d'un développement qui serait destructeur. Le grand problème à mon avis pour les Alpilles, et je parlais de Rançon du succès, c'est depuis que la côte est moins à la mode, eh bien, nous attirons beaucoup de gens. Alors un tourisme peut-être de masse avec les villages vacances ou les résidences touristiques, on nous promet du côté de Mauriès un vrai mur de béton, mais un tourisme aussi de luxe. Ce que nous cherchons, c'est l'harmonie. Cette harmonie dans les Alpilles, nous l'avons à partir d'un certain nombre de pôles qui sont, je crois, très forts. Il y a naturellement le pôle touristique, il y a aussi le pôle agricole. Et dans les priorités que nous avons définies pour l'avenir du massif, le pôle agricole joue naturellement un très grand rôle. Beaucoup est fait, il y a beaucoup à faire. Je vais vous prendre un exemple. Les producteurs de vin de la vallée des Baux ont réussi aujourd'hui à avoir leur appellation. Voilà du bon travail. Les producteurs d'huile d'olive se battent pour qu'ils aient un label. Et là, naturellement, on va pouvoir rentabiliser encore plus cette production. Et bien dans les Alpilles, nous avons besoin d'avoir demain encore et après-demain, et puis de façon durable, pour prendre le terme que vous avez employé, des vignes et des oliviers. Ce que recherchent les gens qui vivent et ceux qui viennent comme des touristes, c'est le côté, si vous voulez, originel de la Provence, le côté tout à fait simple, discret, charmant. Tout le monde aime cette région. Il faut aussi de l'activité touristique, il y faut un maximum d'activités, y compris des activités artisanales aussi. A priori, nous ne sommes pas contre, à condition bien sûr que ce soit comme l'a dit M. de Vallon, des entreprises relativement modestes dans leur dimension, non polluantes. Il ne faut pas exclure toute activité économique pour deux raisons. La première, c'est qu'on ne doit pas refuser le progrès, mais ce progrès doit s'insérer, si vous voulez, dans un village qui doit être actif, mais également traditionnel. Il ne faut pas faire n'importe quoi, il ne faut pas le faire n'importe où, il ne faut pas le faire n'importe comment, il faut avoir comme impératif la qualité des aménagements, la qualité des paysages, la lisibilité des espaces, le côté harmonieux et intégré à l'environnement. On peut faire du développement tout en ayant ses préoccupations, du moins, je le pense, certains y sont quand même parvenus. Voilà qui fait vraiment plaisir à entendre. Hélas, 3 fois hélas, toutes ces bonnes volontés, toute l'harmonie qui règne ici, risquent d'être mises à mal par un nouveau projet ô combien menaçant pour l'intégrité du massif. À l'heure actuelle, nous sommes en train de traiter un problème extrêmement grave, c'est l'éventuelle implantation d'une autoroute au pied des Alpilles. Il s'agit de l'autoroute Salon de Provence Arles-Nîmes. Pour l'instant, rien n'est encore décidé
et l'enquête d'utilité publique n'est prévue que pour le premier semestre 96. Gageons que les élus et défenseurs des Alpilles sauront se battre et qu'en revenant dans quelques années, nous n'ayons pas à constater un nouveau morceau de France défiguré. Je voudrais revenir un instant sur les plans d'occupation des sols, les POS, qui concernent presque 19 000 communes en France. En théorie, un POS, c'est plutôt bien, puisqu'il détermine les règles d'urbanisme. Tel espace naturel sera protégé, tel autre réservé à une activité économique, tel autre peut être construit, etc. etc. Seulement, un POS n'est pas immuable. Il peut être révisé à tout moment, et certains maires en abusent. Il n'est pas rare de voir un terrain déclaré inconstructible devenir subitement constructible pour faire plaisir à un promoteur immobilier. Mais enfin, alors, si vous estimez qu'il y a eu abus de pouvoir par la mairie, vous pouvez saisir le juge administratif. Mais alors, FISA, hein, vous n'avez que 2 mois après l'approbation du POS par la municipalité. Et attention, si le POS est annulé, les permis de construire délivrés avant ne le seront pas. Il vous faudra alors réentreprendre une action, et là encore, dans les 2 mois suivant l'affichage du permis. Sur ce, bon courage, bon dimanche, et à la semaine prochaine.